Nous sommes le jeudi 8 décembre, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8. Les invités, celles et ceux qui font l'actualité dans le département des Yvelines. Aujourd'hui, vous entendrez Sandrine Grand-Gambe, c'est la première secrétaire fédérale des Yvelines du Parti Socialiste. Elle reviendra sur la primaire de la gauche, renoncement de François Hollande, candidature de Manuel Valls, rumeur autour de Vincent Peillon. Comment sa formation envisage-t-elle l'avenir ? Étienne Pinte, ancien député maire de Versailles, est aujourd'hui engagé dans la lutte contre la pauvreté. Nous avons rencontré le président du Conseil national de la lutte contre l'exclusion lors d'une réunion dans les Yvelines. Et puis Hugo Gélin, c'est le réalisateur de la comédie dramatique Demain tout commence avec Omar Sy. Il est venu défendre son film lors d'une projection à Montigny-le-Bretonneux. Ce sera à la fin de cette émission. Bonsoir Sandrine Grand-Gambe. Bonsoir. Vous êtes la première secrétaire fédérale du Parti Socialiste donc dans le département des Yvelines. Après l'UMP aujourd'hui, c'est au tour de votre formation politique d'être au cœur de l'actualité avec l'organisation de cette primaire. Il y a déjà une dizaine de candidats qui sont déclarés ou qui sont pressentis. Jean-Luc Benamias, Gérard Filoche, Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann, Arnaud Montebourg, François Drugy, Manuel Valls, sans doute Vincent Peillon également, Sylvia Pinel. Le fondateur en revanche du mouvement Nouvelle Donne, Pierre Larouturou, a été recalé aujourd'hui par les instances du Parti Socialiste. Tous ces noms, je les ai cités juste pour vous poser une simple question. Est-ce que c'est preuve d'une vitalité aujourd'hui démocratique au sein de la gauche, du Parti Socialiste, ou au contraire, est-ce que c'est inquiétant pour l'avenir ? Là, on est dans la phase où tout le monde annonce des candidatures, mais ce qui sera intéressant, c'est de voir à la fin qui ira réellement jusqu'au bout, puisqu'il y a un certain nombre de systèmes de parrainage. Et donc, je pense que le 15 décembre, votre liste, là, sera déjà beaucoup plus raccourcie. Donc, on attendra peut-être de voir qui est réellement en capacité, en fait, d'avoir un soutien qui justifie, en fait, sa présence dans les primaires. J'aimerais qu'on revienne tout de même sur la candidature de Vincent Peillon, probable candidature de Vincent Peillon, député européen, ancien ministre de l'Éducation. Il a disparu de la vie politique pendant presque 2 ans depuis qu'il a quitté le ministère de l'Éducation. Qu'il revienne, que son nom revienne, est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, il a disparu, mais en réalité, il est député européen, vous l'avez dit. Donc, sauf que malheureusement, ce qui se passe au niveau européen en France n'intéresse pas grand monde, alors que l'essentiel de notre avenir s'y joue. Donc, ça serait intéressant qu'on ait une autre vision de l'Europe. Après, sur sa possible candidature, déjà, on verra effectivement si c'est une réalité. Et ça correspond, je pense, aussi à un désir d'une famille, enfin, une tendance politique, on va dire, qui est un petit peu orpheline depuis que François Hollande a décidé de ne pas se représenter. Vous parliez de ce mandat au Parlement européen, le journal Marianne qui révèle tout de même que Vincent Peillon n'est pas le plus assidu à toutes les réunions. Il a été présent à seulement plus de la moitié des réunions de sa commission des affaires étrangères. Je tenais tout de même aussi à le souligner parce qu'il a d'autres activités et pas uniquement en politique. Il avait pris quand même un peu de recul. Mais cette candidature de Vincent Peillon, qui se dit piloté par Martine Aubry pour embêter un petit peu Manuel Valls, c'est une réalité ? Est-ce que c'est un jeu interne ? Non, je crois que c'est vraiment, à un moment donné, on voit bien qu'il y a un problème de ligne à trancher au sein de la gauche et du PS. Et la question, c'est, pour les différentes militants, c'est qui peut incarner au mieux la ligne que je représente ou qui me parle. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans cette période où les uns et les autres cherchent un petit peu, finalement, puisqu'il n'y a pas de candidat naturel. En réalité, la situation que l'on vit aujourd'hui, c'est le résultat d'un constat, d'ailleurs que le président de la République a fait lui-même, qu'il n'y a pas de candidat naturel. Donc, c'est pour ça qu'on fait des primaires aussi, c'est à un moment donné pour créer des dynamiques autour de ceux qui peuvent potentiellement porter nos couleurs à la présidentielle en 2017. Le choix justement de François Hollande de ne pas se présenter pour un second mandat, c'était aussi, c'est comme ça qu'il l'a présenté aux Françaises et aux Français, c'était afin de maintenir l'unité de la gauche aussi, pas de créer de la division sur la division. Est-ce que pour l'instant c'est réussi ou ça semble plutôt raté lorsqu'on entend toutes ces voix dissonantes ? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'on est vraiment dans la phase où tout va se décanter en fait. Et on a vécu ça de la même manière avec les Républicains pour leur primaire, où à un moment donné il y avait beaucoup plus de candidats. Henri Guénaud dans le département était candidat, puis finalement il ne l'a pas été. Enfin, voilà. Donc on a tous ces éléments. Après, la décision de François Hollande, elle est tout à fait respectable et tout le monde l'a saluée. Mais c'est aussi le constat de lucide qu'il n'était pas, lui, en capacité de faire ce rassemblement qui est nécessaire. Donc, et que ça aurait été difficile. Donc après, chaque électeur de gauche est invité à venir se prononcer sur quelle est la personne justement qu'il considère comme pouvant mieux incarner ses idées. Et quel est votre candidat ?
Alors moi, j'ai deux casquettes, si vous voulez. J'ai la casquette de première fédérale, à ce titre, comme Cambadélis, on n'est pas censé prendre parti dans l'organisation du vote des primaires. C'est-à-dire que la fédération organisera de manière équitable pour l'ensemble des candidats, bien sûr, le temps de parole, etc. En tant que première fédérale, dans la gestion de tout, au quotidien, on va dire, je serai tout à fait neutre. Après, à titre personnel, tout le monde sait que je suis engagée auprès de Benoît Hamon, mais je n'utiliserai pas le rôle que les militants m'ont confié pour faire la campagne de Benoît Hamon. Voilà. Néanmoins, vous pensez que Benoît Hamon peut être le François Fillon de la gauche? C'est comme ça aujourd'hui que lui-même se présente, hein, plus ou moins. Il est troisième dans les premiers sondages qui commencent à être faits aujourd'hui, derrière Emmanuel Valls et Arnaud Montebourg. Ce qui est sûr, c'est qu'il va forcément étonner parce qu'il est sur une autre façon de faire qui est de privilégier vraiment le fond et son projet. C'est des mois qui déroule dans les réunions publiques son projet et je crois qu'on a besoin de ça aussi à un moment donné. Après, on n'adhère pas, mais c'est de se positionner par rapport à des idées et par rapport à des propositions. Donc je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut réconcilier les Français avec la politique. C'est-à-dire, c'est pas des marionnettes ou c'est pas simplement des hommes ou des femmes, c'est d'abord des projets qu'on porte. Quoi qu'il arrive, à l'issue de cette primaire, la gauche aura tranché sur sa ligne directrice et on en saura un petit peu plus. Est-ce que ça veut dire que le Parti socialiste, après la primaire, sera mort et qu'il faudra recomposer le paysage de la gauche? Non, on aura forcément un paysage qui est inattendu et on verra justement lequel il est. Beaucoup va dépendre aussi de la réussite ou non de cette primaire. C'est-à-dire que si on a une vraie dynamique avec... Mais elle vous fait peur cette primaire? Ne serait-ce que sur la teneur des échanges et des débats? Non, parce que le débat, en France... On sent encore des rancœurs quand même. Bien sûr, mais le débat, le débat il est là de toute façon. Donc après, c'est est-ce qu'on l'organise ou pas? Et les primaires, ça donne un cadre justement pour organiser les débats et pour avoir des règles. Et la dernière fois, en 2011, tout le monde avait dit que ça serait une catastrophe. Ça a été l'inverse. Il y avait un vrai engouement. Et derrière, on a eu une belle dynamique. Donc je pense que tout ce qui permet d'avoir des règles communes et un cadre nous permet ensuite de débattre. Alors parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est un peu... Il ne faut pas taper trop fort pour réconcilier tout le monde après, parce qu'il y a des élections derrière, pour le coup. Je pense que tant que ça reste sur justement un problème idéologique et de fond, et qu'on n'est pas sur des attaques de personnes, c'est pas un problème. En termes pratiques, dernière question, comment ça va s'organiser cette primaire de la gauche dans le département déjà? On est là en train de faire remonter au national les bureaux de vote. D'ailleurs, j'en profite pour dire à l'ensemble des maires de droite qui traînent des pieds, qui ne nous donnent pas de réponse, alors qu'ils ont prêté des bureaux de vote il y a quelques semaines dans les mêmes circonstances pour la droite. Vraiment, ça serait sympa de donner des réponses sur les demandes qui sont les nôtres, qui sont des demandes assez raisonnables de bureaux de vote, de lieux de bureaux de vote. Donc il y a un certain nombre de villes qui, je ne vais pas donner les noms, mais qui pour l'instant refusent de nous répondre tout simplement. C'est un exercice démocratique. Donc, combien de bureaux de vote en tout, normalement, dans les une centaine, on aura une centaine de bureaux, un tout petit peu moins que la dernière fois, mais à peu près dans le même étiage. Et l'idée, c'est que les citoyens qui ont même l'impression que c'est quelque chose qui est organisé, même pas par les partis, puisqu'il y en a plein qui vont même dans les mairies pour demander où ils votent, comme si c'était quelque chose de devenu habituel, il faut qu'on puisse leur permettre, dans des bonnes conditions, de se prononcer. Et cette primaire, ce sera 22 janvier pour le premier tour, 29 janvier pour le deuxième. Merci Sandrine Grand-Gambe. C'est une question qui agite la société française depuis des mois. Faut-il ou non accueillir les migrants, les réfugiés sur notre sol? Élus, habitants, associations se déchirent sur la question, sur le rôle que doit jouer la France. Il y a quelques jours, une réunion se tenait avec plusieurs intervenants. C'était dans le département des Yvelines. Parmi les intervenants, justement, Étienne Pinte, l'ancien député maire de Versailles. C'est l'actuel président du Conseil national des politiques de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Écoutez-le, c'est au micro de Nicolas Kirillovitz. C'est vrai que nous accueillons un certain nombre de réfugiés, mais sans commune mesure, nous ne sommes pas envahis, sans commune mesure avec beaucoup d'autres pays qui reçoivent, qui accueillent des millions de personnes. Et donc j'estime que la France, pays des droits de l'homme et des citoyens, le pays des libertés, qui a toujours eu une image en quelque sorte d'accueil de l'étranger, de celui qui est réfugié, de celui qui est expulsé, de celui qui est en souffrance, eh bien nous devons répondre à cette tradition et nous avons les moyens, le pays l'un des plus riches du monde, 5e ou 6e, à accueillir de façon sereine et pacifique ces migrants qui choisissent la France. Et il faut reconnaître qu'il y en a beaucoup qui ne choisissent pas la France, mais qui choisissent beaucoup d'autres pays. Je pense que dans leur fort intérieur, les Français ne sont pas, je dirais, xénophobes.
Simplement, je pense que la situation économique et sociale fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine crainte, peut-être une certaine peur. Il ne faut quand même jamais oublier que dans les années 75-80, nous avons accueilli 120 000 boat people du Vietnam, du Cambodge, du Laos. Quand, en 1962, nous avons accueilli plus d'1 million de rapatriés d'Algérie. Et tout ça s'est fait sans problème, sans difficulté. Donc nous avons, je dirais, une histoire d'accueil. Encore faut-il effectivement que nous l'assumions aujourd'hui. Et personnellement, je pense que nous avons les moyens de l'assumer pacifiquement. Je pense qu'il faut faire beaucoup plus d'information, de pédagogie, de rappeler l'histoire et également de dire que nous sommes dans un pays dont, je dirais, l'équité, la justice n'est pas aussi parfaite qu'on pourrait l'imaginer. N'oublions quand même jamais que dans ce pays, il y a 20 milliards de fraude sociale, il y a entre 60 et 80 milliards de fraude fiscale. Donc nous avons les moyens, me semble-t-il, de répondre à toutes les difficultés, à la pauvreté, à l'exclusion, à la précarité et à l'accueil des réfugiés, à condition qu'on en prenne les moyens et que véritablement on arrive à tuer ces fléaux de la fraude. Le film est dans les salles françaises depuis ce mercredi. Demain, tout commence avec le natif de Trappes, Omar Sy. Et l'équipe du film est venue à Saint-Quentin en Yvelines défendre justement la sortie de ce long métrage. Mickaël Elmidoro en a profité pour échanger avec le réalisateur Hugo Gélin. Alors je suis maintenant avec Hugo Gélin, le réalisateur du film donc Demain, tout commence. Hugo Gélin, ce film, c'est votre deuxième, si j'ai bien compris. Comment l'appréhendez-vous, cette sortie ? Ah bah très bien, écoutez, on a fait tout le taf maintenant, ça fait... déjà moi j'ai fait mon taf de réal pendant un bon temps, 1 année et demie, et puis maintenant, je me concentre sur la tournée province, on a présenté le film dans beaucoup de villes en France, et puis on a fait des avant-premières un peu partout, dont ici à SkyWest, et c'est formidable parce que c'est l'aboutissement du travail, c'est rencontrer le public, le montrer aux gens, avoir le vrai ressenti des gens quand ils sortent du film, et c'est exceptionnel à entendre. Parce que les gens sortent du film avec le sourire aux lèvres et en même temps avec les yeux embués de larmes. Donc c'est un mélange d'émotions. Ils ont ri, en même temps ils ont envie de prendre leurs enfants dans leurs bras. Il y a un côté comique, un côté un peu dramatique. On est un petit peu entre deux sensations dans ce film. Exactement, on rit et on est ému comme dans la vie. Et au final, c'est ce qui est le plus intéressant au cinéma. Moi je trouve que les plus grandes comédies du cinéma sont souvent... teintées d'une histoire dramatique, les plus grandes. Nous, on s'est beaucoup inspiré du Kid de Charlie Chaplin, de La vie est belle de Benigni, qui sont des films où il y a une histoire derrière très profonde, mais où on rit de bon cœur. Et le mélange des genres comme ça me plaît beaucoup. Et Omar Sy, il est comment dans ce film ? Pourquoi vous l'avez choisi ? Omar, c'est une rencontre géniale parce que c'est un acteur très qui apprend énormément, qui a envie de s'intéresser à tous les autres personnages du film, qui est très généreux dans sa manière d'aborder le film et l'histoire et son personnage et les autres. Donc en fait, on est dans un partage permanent, une confiance mutuelle, une envie de travailler tous les deux et avec les autres partenaires du film. Donc c'est un acteur qui a aussi accepté d'être dans sa zone de confort un petit peu parce qu'il est drôle une grande partie du film et en même temps d'oser aller dans des parties plus profondes, plus émouvantes où il est bouleversant. Parce que Omar a osé mettre sa pudeur de côté par moment dans le film et voilà, un peu laisser tomber le masque par moment et donc offrir aux spectateurs des moments extrêmement bouleversants d'acteurs qui sont pour moi des cadeaux, quoi. Et sa personnalité fonctionne très bien avec celle de Gloria. On voit une certaine alchimie entre eux sur ce film. Ouais, ils se sont trouvés, Omar et Gloria, je suis hyper content. C'est de la chance et puis après on la provoque aussi un peu. Ils se ressemblent en fait, Omar et Gloria, parce qu'ils ont tous les deux cette capacité à simplement sourire pour qu'une pièce s'illumine. Et Omar, on le sait tous, il est comme ça. Gloria a le même trait de caractère quelque part, elle sourit et ça fait un bien fou à tout le monde. Donc déjà, ils étaient très liés rien que par ça. Et puis après, Omar s'est beaucoup occupé d'elle pour la mettre à l'aise sur le plateau, etc. Et moi, je me suis occupé d'elle dans son jeu. Et au final, c'était un super duo. Merci beaucoup, Hugo. Demain, on n'a plus de feuilles, on n'a plus rien. C'était la fin, voilà, Omar a piqué les fiches. Mais c'est son grand truc, il piquait les fiches sur le plateau aussi. Il piquait les fiches, c'est son habitude. À Londres, il piquait les fiches des nanas, des nounous de la DAS qui... C'était pour draguer, ça, peut-être. Non, c'était les nounous de la DAS, il les aimait pas trop et elles étaient énervantes, il leur piquait leur compte, c'était génial. En tout cas, le film sort ce mercredi 7 décembre. Merci.
C'est la fin de ce 7-8. Les invités, rendez-vous lundi pour une nouvelle édition aux horaires habituels. Les replays sur notre site internet. Excellente soirée.